Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième parenthèse. Bonjour également à nos chroniqueurs qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour Mathéo. Salut Mathéo. Pour cette nouvelle année, les chroniqueurs n'ont pas changé, mais l'actualité, elle, change au quotidien. Au sommaire de cette émission, nous commençons par décrypter les folies trumpistes avec le Groenland, avec toi Antoine. Et puis, hasard du sort, Quentin. Toi qui es malade aujourd'hui, tu vas nous parler d'une maladie. Exactement. Nous reviendrons ensuite dans l'Hexagone pour analyser la politique du Premier ministre avec toi, Robin. Et puis, Émilie, nous terminerons avec toi du côté des réseaux sociaux où une recette japonaise fait le tour du monde. C'est l'heure de l'essentiel sur le monde expliqué par Antoine. C'est un sacré spectacle que nous livre Donald Trump depuis quelques semaines vis-à-vis du Groenland. Déjà dans ses plans de janvier 2025, Donald Trump se voit d'ores et déjà propriétaire de l'île, vitale selon lui pour les Américains. Une photo pour commencer, celle qui apparaît à l'écran. On y voit Donald Trump brandissant le drapeau des États-Unis avec à ses côtés donc J.D. Vance, son vice-président, et Marco Rubio, son secrétaire d'État. Mais surtout, on y voit une pancarte avec affiché Groenland, territoire des États-Unis établi en 2026. Cette image, Donald Trump l'a publiée lui-même sur son réseau social Truth Social. Le message est clair, sans ambiguïté. Pour lui, le Groenland deviendra tôt ou tard un territoire américain. Quelques minutes plus tôt, une autre image circule, manifestement modifiée par intelligence artificielle. On y voit Trump assis dans le bureau ovale, avec à ses côtés une carte où le drapeau américain recouvre non seulement les États-Unis, mais aussi le Canada, le Venezuela et le Groenland. Avec ces deux photos, Donald Trump multiplie donc depuis plusieurs semaines les menaces d'annexion du Groenland, qu'il présente comme une question de sécurité nationale. Depuis le début de son second mandat, on voit un président américain survitaminé, prêt à tout pour ses ambitions internationales, avec un agenda surchargé de provocations. Car depuis son investiture le 20 janvier dernier, Donald Trump ne se cache plus et veut faire ce qu'il veut quand il veut. Il ne voit les relations internationales qu'à travers le prisme de la force et de la pression. Mais cette stratégie, elle pose un problème. Donald Trump menace directement le Danemark en lui imposant des sanctions économiques s'il ne cède pas le territoire. Mieux encore, il a menacé 8 pays européens avec des droits de douane et notamment 200% de taxes sur le champagne et le vin, de quoi faire grimacer nos viticulteurs. C'est clairement du pur chantage économique. Mais alors, pourquoi Donald Trump fait une obsession avec le Groenland ? Première raison, c'est un verrou stratégique. Le Groenland, c'est l'une des plus grandes îles du monde, coincée entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Les États-Unis disposent là-bas d'une base depuis 1951, d'une base militaire à Pituffik, équipée notamment de radars essentiels à la détection de missiles balistiques. Cette base, elle se trouve sur la trajectoire la plus courte entre les États-Unis et la Russie. Autrement dit, c'est un maillon essentiel du bouclier antimissile américain. C'est vital pour le dôme d'or que nous construisons, estime Donald Trump, et le président américain est prêt à se mettre l'Europe à dos pour annexer cette île. Deuxième raison, plutôt économique cette fois, avec le réchauffement climatique, la banquise qui entoure le Groenland fond de plus en plus rapidement et ouvre de nouvelles routes maritimes. Ces passages raccourcissent de plus de 5000 km les trajets entre les États-Unis et l'Europe. Un temps précieux donc pour le commerce maritime. Le Groenland devient alors un point de passage stratégique dans une nouvelle géographie du commerce mondial où la Russie et la Chine sont déjà très présentes. Et enfin, troisième raison, c'est ce qui se trouve sous la glace. Le sous-sol groenlandais est une mine d'or littéralement. Selon l'Union européenne, il contient 25 des 34 minéraux essentiels pour nos économies modernes. Des terres rares et des métaux précieux, indispensables dans différents secteurs stratégiques de l'économie, comme l'intelligence artificielle, les smartphones, et également les batteries électriques qu'on retrouve notamment dans nos voitures. Aujourd'hui, c'est la Chine qui domine ce marché. Elle produit 70% de ces terres rares mondiales. Pour Washington, donc, contrôler ses ressources au Groenland signifierait réduire sa dépendance à Pékin pour les technologies futures. Mais il y a quand même un gros problème pour Donald Trump, c'est les Groenlandais eux-mêmes. Et oui, près de 85% de la population rejette l'idée de voir l'île passer sous le drapeau américain. Le Premier ministre groenlandais l'a rappelé clairement devant le Parlement européen. Nous n'allons pas rejoindre un autre pays. Ironiquement, bien sûr, cette pression par la force pourrait avoir exactement l'effet inverse, en poussant le Groenland à se rapprocher davantage de l'Union européenne. Malgré cela, Donald Trump persiste, visiblement déçu après son échec à obtenir le prix Nobel de la paix.
Trump a de nouveau appelé les Européens à des négociations immédiates pour l'acquisition du Groenland. Une chose est sûre, Trump ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas gagné la partie. Et sur son monopoly géopolitique, après le Venezuela, le Groenland est clairement la prochaine case. Est-ce qu'il va vraiment réussir à s'en emparer? Ça, c'est vraiment la question. Et surtout, par quelle manière il va s'en emparer? Est-ce que ça sera militairement? Est-ce qu'il va acheter le Groenland? J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, que c'était une possibilité. C'est une petite possibilité de céder des territoires par le Danemark. J'ai vu récemment que des petits territoires du Groenland vont être cédés pour notamment y placer des bases militaires. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas utiliser la force et la pression pour acquérir ce territoire. Après, c'est la manière Trump. Trump est toujours sur une action de pression, etc. Il avait même proposé, il me semble, $100 000 par habitant, je crois, pour qu'ils cèdent leur territoire, etc. Donc, mais on l'a vu déjà avec Nicolas Maduro. Hein. Il a dit qu'il allait capturer, il l'a fait. Et là, pour le Groenland, on s'imagine bien qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas eu. Il va le faire, mais comment? Ça, c'est... Et quand aussi, ça c'est la question. Et quand aussi? C'est la question, en effet. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage qui fait beaucoup parler en ce moment et qui malheureusement n'est visiblement pas terminé. Il est l'heure maintenant de refaire l'histoire avec Quentin. Et cette semaine, on quitte la guerre pour un peu de médecine. Et oui, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans une Europe sans antibiotiques, sans hôpitaux modernes, sans vaccins. À cette époque, une maladie fait plus peur que les autres, la variole. C'est une fièvre violente, des pustules qui défigurent le visage et une issue souvent fatale. Un malade sur 3 en meurt. Ceux qui survivent gardent des cicatrices à vie, parfois même perdent la vue. Rois, paysans, enfants, personne n'est épargné et chaque épidémie sème la panique. Mais en 1796, dans un petit village d'Angleterre, un médecin de campagne est sur le point de changer le cours de l'histoire, Edward Jenner. Il soigne tout le monde, riche, pauvre, fermier, il n'a pas de laboratoire, pas spécialement de technologie avancée, mais il observe. Qu'est-ce qu'il observe? Eh bien depuis des années, il remarque un détail étrange. Les treilleuses, ces jeunes femmes qui traient le lait des vaches, attrapent parfois une maladie bénigne appelée la vaccine. Elles ont peu de fièvre, quelques boutons sur les mains, mais rien de plus. Mais surtout, elles semblent immunisées contre la fameuse variole, l'autre maladie dont j'ai parlé. À l'époque, la médecine repose encore sur les saignées, les croyances anciennes, parfois les superstitions. Personne n'imagine encore qu'une maladie puisse en empêcher une autre. Mais Jenner, lui, insiste. Un jour, il décide de passer à l'action. Le 14 mai 1796, il fait un geste qui va bouleverser l'histoire. Il prélève du pus sur une lésion de vaccine, donc sur la main d'une treilleuse, et il l'injecte à un petit garçon de 8 ans nommé James Phipps. À l'époque, c'est un acte extrêmement osé, vous me direz aujourd'hui encore. S'il se trompe, l'enfant peut mourir, tout simplement. Jenner le sait. Finalement, le petit n'a que très peu de symptômes et guérit rapidement. Alors Jenner va au bout de son expérience. Quelques semaines plus tard, il expose volontairement l'enfant, cette fois-ci à la variole. Est-ce que ce risque en valait réellement la peine? Eh bien, James, le petit garçon, ne tombe pas malade de la variole. Jenner vient donc de révolutionner le monde de la médecine. Le corps humain peut donc apprendre à se défendre avant de tomber malade. Ce geste marque la naissance de la vaccination. Au départ, Jenner est très critiqué. On trouve son idée dangereuse, contre nature, mais les résultats sont là. Peu à peu, sa méthode se diffuse en Europe et dans le monde. 2 siècles plus tard, en 1980, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, annonce une nouvelle historique. La variole est officiellement éradiquée. C'est la seule maladie humaine à avoir totalement disparu. Merci beaucoup Quentin pour ce retour en arrière. Revenons maintenant en France avec Robin qui a beaucoup de choses à nous dire sur la politique française. Et oui, aujourd'hui Mathéo, je ne vais pas vous faire une chronique politique habituelle, mais c'est plutôt un coup de gueule, un cri du cœur aujourd'hui, car finalement, l'article 49.3 vient d'être déclenché par Sébastien Lecornu. On pensait tous qu'il allait nous manquer cette année. Eh bien non, finalement c'est un peu comme ces tubes qu'on pensait ne plus écouter, mais qui reviennent quand même en boucle. Et pourtant, le voilà, ce fameux article 49.3. Le gouvernement nous offre un remix du morceau préféré de la 5ème République. Et je l'ai titré « Adopter, c'est signer sans voter » finalement. Pas mal. Alors forcément, aujourd'hui, dans la majorité, on a sorti la même partition qu'après chaque recours à l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution. Vous la connaissez, cette fameuse phrase. Ce n'est pas un renoncement, c'est un outil constitutionnel, déclare un député du socle central.
Alors l'argument érodé, on dirait presque un mantra, et dire qu'en octobre, le Premier ministre avait posé la main sur le budget et avait promis de ne pas utiliser cet article 49.3, et bien si, comme quoi la parole politique a décidément une durabilité plus courte qu'un sac plastique, et pour tous les détracteurs, je tiens à préciser biodégradable. Oui, mais enfin, sans le 49.3, le budget serait resté probablement bloqué. L'Assemblée, c'est une arène, c'est pas un monastère, donc il faut bien avancer. Alors certes, c'est réel, Mathéo, ce que tu dis, mais à ce rythme, on va finir par croire que l'Assemblée nationale n'est plus un lieu de parole ni de débat, mais une salle d'attente du Conseil constitutionnel qui n'en finit plus de débattre sur tous nos textes de loi. Alors le gouvernement dépose son texte, finalement, chaque fois la même chose. On dépose le 49.3, les oppositions crient à la trahison et hop, on ferme rideau et ça part comme ça. Et pendant ce temps-là, les députés, j'ai envie de dire, ils débattent entre eux comme des figurants oubliés sur un tournage. Alors 49.3, cet article, c'est un peu comme le bouton skip intro sur Netflix, on passe directement à la fin. Sauf qu'ici, l'épisode se répète, souvenez-vous, épisode 2023 sur les retraites avec Elisabeth Borne. On s'en souvient très bien avec près de 10 déclenchements de l'article. Puis en 2024 sur la loi immigration. Et enfin, là, vous vous souvenez, je vais le titrer, saison 2026, le budget contre-attaque. Donc, le plus drôle ou le plus tragique sur toute cette séquence, c'est que tout le monde joue son rôle à la perfection. On a une majorité qui se dit responsable avec ses alliés LR et le Parti Socialiste qui a beaucoup négocié en interne pour avoir toutes ces idéaux. Et d'un autre côté, les oppositions qui se disent indignées. Donc ça part sur les deux bouts de l'hémicycle. Là, les filles de Jean-Luc Mélenchon et le RN de Marine Le Pen et Bardella avec ses amis Éric Ciotti. Et les Français, eux, sont au milieu, ils regardent toute cette séquence politique et ils se demandent, je vais être un peu dur, mais ah oui, c'est vrai, on vote pour ça et j'ai envie de rajouter ou pas carrément. Le 49.3, c'est devenu un peu une tradition républicaine, un patrimoine culturel immatériel. Et je me demanderais bien si on pourrait même pas le déposer à l'UNESCO. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais attention, satiriser le 49.3, c'est aussi pointer que le système tout entier est coincé, en quelque sorte. Oui, absolument, et c'est bien là la blague finale qui se cache ici. Le 49.3, c'est peut-être la seule chose qui fonctionne encore sans greffe, sans panne et sans retard en France. Et pour conclure ma petite séquence, je me demande si seulement on pouvait en faire autant pour le train, l'école, la santé et l'économie. Et je pense que la France se porterait beaucoup mieux. Eh ben merci beaucoup Robin. Est-ce que le gouvernement va survivre ? Mais oui, on l'avait dit, est-ce qu'il tiendrait les fêtes de Noël finalement par miracle ? Oui, pas. C'était trompé parce qu'on avait dit que non. C'est très vrai. Maintenant, je vais me poser la question, est-ce qu'il va tenir jusqu'à 2027 Surtout, est-ce que Trump aura pris le Groenland d'ici là, voilà. avant la chute D'ici du 2027, il y a de grandes chances. Du coup, pour finir, nous passons au clic de la semaine avec toi, Émilie. On va commencer par vous donner un petit peu faim et parler recettes. Ça changera un peu de la variable. Ça, c'est Oui, sûr. ça change de sujet, ça donne un peu plus envie. C'est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, le cheesecake japonais. Donc c'est tout simplement du yaourt blanc ou du fromage frais mélangé avec des biscuits ou des spéculoos et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai vu. On va faire le cheesecake japonais. Pour réaliser la recette, c'est très simple. Il te faut un fromage blanc, skyr, yaourt, ce que tu veux et des biscuits, ce que tu veux aussi. On ouvre le skyr, voilà, comme ceci. Hop. Et là, tout simplement, je vais venir planter mes spéculoos. Important, j'ai gardé l'opercule parce qu'il va falloir bien le refermer hermétiquement. Vous voyez, j'ai appuyé un petit peu. C'est très important, il faut le fermer avec du film si vous voulez bien que les gâteaux puissent s'humidifier et surtout que ça prenne pas le goût du frigo. Tout simplement, la recette est terminée. Franchement, ça à la portée de tout le monde, même un enfant de 8 ans, je suis sûr peut le faire. Donc tu peux le faire. On commence directement par le premier, c'est celui au spéculoos, ça va se prendre une petite cuillère. Holy shit, bro. Ok, les boys, on a une espèce de consistance de cheesecake. En fait, les biscuits spéculoos, ils ont commencé à devenir mous. Alors, pour la plupart, ça semble être une bonne découverte, mais pour les habitués de la pâtisserie qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, ça fait clairement pas l'unanimité. Je suis pas comme une ouf, hein. En fait, le biscuit, il perd son goût. C'est pas bon, mais c'est pas ouf, quoi. Je pense que c'est en effet survendu. Ça ne battra jamais un vrai cheesecake. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de l'avenir pour la pâtisserie, quand même. Mais moi, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça avec les gâteaux de bébé. Je sais pas si vous voyez le Les truc. petits lieux, hein.
Non, les trucs un peu. Ah oui, les boudoirs un peu, ouais. exactement. Ah. Ça peut être Soi-disant, encore Bah, plus comme un fondant. vrai tiramisu finalement. Apparemment, Oui. c'est meilleur, paraît-il. Moi, j'ai pas encore testé. Je m'en Autant Moi non faire un plus. tiramisu. Enfin bon. Un vrai, Ouais. peut-être. Oui. Alors, contrairement à ce que nous laisse à penser le nom, ça a rien de japonais et ça a rien non plus de vraiment innovant. Enfin, du yaourt et des biscuits, comme on vient de le dire, c'est pas l'invention de l'année. Et du côté diététique, le docteur Jimmy Mohamed est assez mitigé sur RTL Matin. De cheesecake japonais, je vous rappelle que ce n'est pas un cheesecake, ce n'est pas japonais, c'est juste un yaourt dans lequel on met des gâteaux en fait tout Sur le simplement. plan nutritionnel, c'est bien ou pas? Alors je suis très partagé parce qu'en même temps on a un dessert qui est assez C'est bon, en facile, tout cas. Oui, c'est c'est plutôt bon. bon, 2 ingrédients, c'est plutôt simple. Le problème c'est que lorsque vous mettez 6 spéculoos dans un skyr, eh bien vous perdez tous les bénéfices du skyr puisque le skyr est un produit qui est faible en matière grasse, riche en protéines, pauvre en sucre. Et vous vous retrouvez avec un yaourt qui C'est pas contient pauvre en sucre là. 18 grammes de sucre, c'est-à-dire 3 morceaux de sucre dans un simple yaourt. Voilà, donc comme on s'en doutait, c'est pas une nouvelle recette à proprement parler. Et d'un point de vue nutritionnel, c'est assez catastrophique. Mais bon, La prochaine fois, t'aurais pu ramener quand même un petit truc pour qu'on on aurait teste. pu essayer. On C'est aurait vrai pu qu'en voyant goûter, l'extrait, enfin je c'est me le suis meilleur dit des qu'on aurait trucs pu. quoi. Là, ils ont l'air de se Ouais. régaler, franchement. La prochaine fois, j'y penserai, c'est promis. Mais du coup, plutôt avec modération, comme on vient de le dire. Mais du coup, si c'est pas l'année de la cuisine en 2026, c'est quoi? Bah pour l'instant, 2026, c'est le nouveau 2016. C'est une nouvelle tendance qui prend clairement possession des réseaux sociaux. C'est de poster nos photos et nos vidéos qu'on a pris en 2016. Alors, que ce soit l'esthétique, les visuels ou les tendances de l'époque, tout est remis en avant et ça rajeunit vraiment personne. Alors, pour ces posts, certains font une rétrospective de leur année 2016, comme Enjoy Phoenix ou David Guetta. Allez, on 2016, c'était possible. Mais c'est vrai que comme Antoine était en train de le dire pendant la vidéo, l'Euro 2016, énormément de nostalgie, que ce soit du fait que ça s'est passé en France et la musique. Sacré souvenir. Ouais, la quand musique, même. elle parle. Ouais, 2016 Vraiment. tout court, hein, sacrée nostalgie. On était jeunes, mais bon souvenir. Très bon souvenir. Alors d'autres nous remémorent les tendances et les modes qui ont maintenant 10 ans, les énormes coques sur nos iPhone 6, les écouteurs filaires et bien sûr les playbacks. En 2016, on avait 10 ans. Si je vous dis C'était il y a 2016, vous longtemps. pensez C'était il y a à longtemps. quoi? Moi, les Genre le pitchs- premier mot qui les vous vient. pitchs écrasés au fond du sac quand j'allais au Non, collège. moi- Enfin, au retour Ça sent le du collège. traumatisme. Moi je pense aux batailles de billes sur les plaques d'égout dans la récréation, pendant la récréation. Moi, je pense C'est ça. aussi aux cartables qu'on laissait sur les poteaux là pendant qu'on mangeait au collège. C'est vrai. Moi j'avais les bracelets, vous savez. Oui. Les Scooby-Doo Non, les les bracelets. formes là, les dinosaures. les Non, trucs, ceux où on devait les attacher tous les uns aux autres et ça faisait des espèces de flèches là. tu faisais la oui. technique comme ça Ouais, et tu les exactement. passais. Oui, avec les On a pas eu le crochets. même 2016 je crois. Hein, c'est pas grave. Bah maintenant, on laisse 2016 dans nos souvenirs et on revient au présent avec un film événement. Et oui, on revient en 2026 avec le phénomène littéraire qui s'est transformé en phénomène de cinéma. Je sais pas si vous voyez de quoi je Ah, c'est parle. la femme de ménage, non? Je pense, ouais. Exactement. Ah, oui. La Ouais. femme de ménage. Le film est sorti en décembre 2025 et il a signé un excellent démarrage en salle. Il a rassemblé plus d'1,3 million de spectateurs en seulement une semaine. Pas mal. Ouais, et selon les premières estimations de janvier 2026, il a déjà passé au-dessus de la barre des 2 millions de spectateurs en France, ce qui confirme que le public s'est déplacé massivement. On y regarde un petit extrait. Would you like a grand tour? Sure. Alors, ce succès, il sort pas de nulle part, au-delà d'un casting VIP. C'est avant tout le succès du livre qui a permis un record d'entrée au cinéma. En 2025, La femme de ménage, ça a été le livre le plus vendu en France de l'année. Le film était déjà annoncé à ce moment-là ou pas? Je crois pas. Pas encore, non. Il a été annoncé D'autant quelques plus, temps après ok. la sortie, au vu Ok. de l'engouement qu'il y a eu autour du livre. Il a été largement porté par le bouche à oreille, mais aussi par sa forte présence sur les réseaux sociaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un livre autant sur les réseaux sociaux. Donc ce succès littéraire a alimenté l'attente autour d'un film, les fans voulant voir ce que l'adaptation allait donner sur grand écran. Et les avis de cette adaptation sont plutôt unanimes. De voir l'avant-première de La femme de ménage et je vous donne mon avis. Écoutez, je sais très bien ce que vous en pensez. On a toujours tous très peur quand il s'agit d'adapter des livres en film. Par contre, là, j'ai pas été déçue. On va pas se mentir, j'ai quand même préféré le livre, mais franchement, ça a été très bien réalisé quand même. Concernant les scènes de la partie 2, si vous avez lu le livre, vous savez très bien de quoi je parle, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Il y a quelques changements, je vous dis pas quoi, encore une fois, ça vous verrez dans la vidéo spoil. Plus difficile à regarder qu'à lire parce que c'est très gore et là pour le coup tu vois tout. Mais moi j'ai trop aimé.
Au-delà de ce gros succès, plusieurs autres grandes sorties sont attendues pour 2026. Gourou avec Pierre Ninet, Supergirl ou encore l'Odyssée. Encore une grande année qui nous attend dans le monde du 7e art. Ça fait du bien parce que là j'ai l'impression que ces derniers temps, à part La Femme de ménage justement, il n'y avait rien à voir. Il y avait Avatar 3. Oui, Avatar 3, très bien. Oui, Zootopie aussi. Ouais, Zootopie, c'est vrai. Bon, on va pense passer qu'on notre connaît. année au cinéma, je pense. On connaît tous aussi quelqu'un qui a été voir ou a lu La Femme de ménage. Ouais, non mais c'est un truc de fou. Eh ben, merci beaucoup pour vos chroniques. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, Instagram, TikTok, pour ne rien manquer, bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour une prochaine parenthèse.